Chers amis, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir un art que l'on a malheureusement oublié, qui a fait la grandeur de la France. C'est l'art de la danse. L'art de la danse, nous allons en parler. L'art du bal avec Arnaud de Giovanni. Nous allons tout de suite nous retrouver à l'Intercontinental Paris-le-Grand, dans le Salon Opéra, construit à la demande de l'empereur Napoléon III, inauguré par l'impératrice. Nous allons retrouver donc Arnaud de Giovanni, qui préside l'association Carnet de bal. Carnet de bal qui fait rayonner la danse, le bal, dans toute la France, dans les plus beaux endroits, que ce soit au château de Versailles, que ce soit au château de Breteuil, que ce soit l'hôtel de la Marine et autres. Et Arnaud de Giovanni, vous allez voir, c'est un homme absolument passionnant qui fait rayonner la France, qui fait rayonner le bal dans tout le monde entier, l'art du bal à la française. A tout de suite, eh bien, à l'Intercontinental Paris-le-Grand pour ce grand bal Napoléon III. A tout de suite. Arnaud de Giovanni, bonjour. Monsieur Laurent Poultier-Duménil. Ça me fait très plaisir. Merci de votre invitation. Président de l'association, je te laisse présenter. Carnet de bal. Association créée. Le 9 novembre 89, la chute du mur de Berlin. Et finalement, c'était l'ouverture du monde. Voilà. Et finalement, vous, c'est un peu la même chose. On se retourne c'est l'ouverture d'un monde vers la danse et le bal. C'est la Renaissance. Totalement. Dans tous les sens du terme. On y va pour en parler? Avec grand plaisir. Allez. Alors, mon cher Arnaud, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais que tu nous racontes ton parcours qui est quand même assez exceptionnel. Mon parcours? Ben oui. Alors, il ne l'est pas pour la danse. Je suis un ingénieur des mines. Ce qui est déjà pas mal. Qui n'a aucun rapport avec la danse. Mais oui, justement. Je travaille donc tous les jours dans le monde de l'informatique, pour vous dire la vérité. Ouais. Mais ma grande passion est la danse. Et au-dessus de la danse, ma passion, c'est le bal. Oui, mais alors justement, comment est-ce qu'elle est venue? Alors, j'ai eu cette chance, ma dernière année d'école, d'avoir rencontré, enfin de connaître le directeur qui à l'époque était membre de l'association, m'y a donné son carton d'invitation à un bal. Et là, j'ai été complètement idiot. Je n'ai pas osé y aller. C'était un bal organisé par ton école? Par l'association que maintenant je préside, qui était un bal à l'hôtel Bonaparte, le bal. Ah oui, dans un beau cadre en plus. C'était très beau, très très beau. Et justement, j'ai été impressionné. J'ai regardé le site internet, j'ai regardé le carton, j'ai vu ce que les gens faisaient, je me suis dit oh là là, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Et le regret m'a pris. Et l'année suivante, j'ai commencé à prendre les cours et j'ai fait mon premier bal et là, ça a été le déclic. Et depuis cette époque-là, je n'ai jamais arrêté de vouloir faire des bals. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans le conseil d'administration, j'ai pris la présidence de l'association. Je n'ai cessé de me documenter, de lire tous les traités d'époque et tout ce qui était possible. C'est incroyable, ton savoir en la matière est absolument incroyable. De toute façon, chers auditeurs, vous allez voir, c'est incroyable. Cet homme est... C'est gentil, mais c'est une passion. Je n'ai pas d'adjectif. Et comme l'on dit toujours, quand on a une passion, on ne travaille jamais en réalité. Quand je dis tu as un savoir absolument extraordinaire, c'est que tu connais les bals non seulement de toutes les époques, même celui des ifs que vous avez refait dans le château de Versailles. Oui, cette année. Elle parle un petit aparté. Raconte-nous le bal des ifs à Versailles. Ah, le bal des ifs, c'est incroyable. C'est le mariage du grand dauphin. Oui. Et à cette occasion, il y a quelques semaines, Louis XV croise une jeune fille, mademoiselle d'Étiole. Et il la trouve charmante, il ne sait pas comment lui adresser la parole. C'est l'époque où Louis XV était encore timide. Ah. Alors oui, il a eu une époque timide. Mademoiselle d'Étiole, c'est Madame de Pompadour. Qui sera Madame de Pompadour. Oui. Alors il a fait inviter au bal, au grand bal du mariage du dauphin, du grand dauphin. Ouais. Et comme il n'ose se présenter, il a une idée de faire par Monsieur Papillon une chorégraphie de 9 hommes. 9 hommes tous costumés en ifs, c'est-à-dire en buissons taillés. On ne les reconnaît pas, on ne les voit pas, ils sont à l'intérieur. Ce qui fait que quand la reine se présente, elle est seule, Marie Lesinska, mais le roi, lui, fait partie de 9 ifs. Et on ne sait pas quel est le bon if. Donc l'if va danser,
Les ifs vont se déplacer, ça sera comme un jeu de bonneteau, on ne saura pas où il est à la fin. Et à la fin, mademoiselle d'Étiole va voir un if qui se présente à lui, qui va lui adresser la parole. Et le lendemain matin, on lui fera savoir que l'if que lui a parlé était le roi. Et elle deviendra Madame de Pompadour. Extraordinaire. Et alors ça, vous l'avez refait, ça n'avait jamais été refait. Ça n'avait jamais été refait à l'identique et ça a été un travail terrible. Alors la chorégraphie de Monsieur Papillon, nous l'avions, nous avons eu du mal pour la musique, comme à chaque fois. Des grandes difficultés de reconstituer la danse, reconstituer la musique, de reconstituer les costumes. Là en plus, on a refait même des costumes qui ne servaient à rien pour le plaisir, c'est-à-dire qu'en dessous les ifs, les danseurs étaient costumés comme à l'époque, les pauvres. Déjà moi j'ai vu les photos, ça c'était superbe. Ils étaient vraiment très beaux, ouais. Vraiment très très beaux. Et donc on a tout refait, on a eu ces ifs qui sont un divertissement. Nous sommes là vraiment sur un divertissement de cours. C'est-à-dire que la danse, souvent, l'on a avec l'image que l'on a gardée de la danse standard ou de la danse sportive, quelque chose d'extrêmement élitiste, alors que c'est un divertissement. Les gens font cela pour s'amuser. Et lorsque le roi a fait la danse des ifs, la cour a ri. Ça a été un divertissement. Et là, vous l'avez eu de nouveau. C'est-à-dire que les ifs arrivent majestueux. Et quand ils commencent à danser en étant extrêmement maladroits, cela divertit forcément. Alors, par contre, on a une histoire un peu similaire avec l'histoire de l'automate et de Napoléon III. Ah, alors hautement involontaire. Ben oui, là pour le coup, c'est pour ça, là c'était volontaire de divertir, comme tu l'as dit, pas rire mais divertir. Par contre, l'autre, pas vraiment. Ah ben Napoléon Ier. Ah, c'était Napoléon Ier? Je croyais que c'était Napoléon III. Ah non, c'est Napoléon III. Ier, pardon, qui avait cette prétention d'être le meilleur joueur d'échecs au monde. Oui. Et un jour, l'ambassadeur ottoman, l'ambassadeur du Grand Turc, lui raconte qu'il y a un fabricant d'automates qui est capable de faire un automate qui joue aux échecs. On achète cet automate à grand prix, on le fait venir à Paris, l'empereur joue contre l'automate et l'empereur gagne. Tout va bien. Le lendemain, on recommence, on joue et l'empereur perd, une catastrophe, parce que c'était le meilleur, il se fait doubler par un automate. Il veut sa revanche le troisième soir. Le troisième soir, on y va, on essaie d'activer l'automate et l'automate ne fonctionne pas. Alors on essaie de faire réparer. Quand on répare l'automate, on s'aperçoit qu'il était creux et qu'en fait, à l'intérieur, il y avait un être humain qui vraisemblablement a joué contre l'empereur. Alors c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que, une, l'empereur s'est fait berner, et deux, l'empereur qui se croyait être le meilleur joueur d'échecs de la cour est doublé par un individu, on ne sait même pas qui c'est. Oui. Mais... Tout le monde se moque de lui. Oui. Bon joueur malgré tout. On va proposer une chorégraphie, une contredanse à la française appelée une turque, en mémoire de ce moment où l'empereur s'est fait berner par un automate faux, où l'on a les danseurs et les danseuses qui sautent avec des mouvements assez mécaniques, qui sont en train de figurer cet automate en train de jouer. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois qu'il y a un divertissement, même si c'est risible pour l'empereur ou pour le roi, on l'autorise, c'est un divertissement et l'on sort une chorégraphie. Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête et pour danser. Alors j'ai un peu digressé, maintenant je voudrais que l'on revienne à l'origine de la danse. On remonte à quelle période? Finalement ça a toujours existé? Je n'en aurais pas. Romaine, Dès que l'homme existe, l'homme danse de tout temps. Et à la cour de France, l'on a toujours dansé. Depuis l'époque médiévale, les premiers traités, on est certain que l'on danse. On a l'horrible histoire du bal des Ardents. On sait que l'on danse tout le temps à la cour. Il y aura deux grands accélérateurs, 1661, la création de l'Académie royale de danse par Louis XIV. Et donc là, on va formaliser, on va faire de la très belle danse. Et l'on va commencer à faire des bals qui sont somptueux. Et l'on fera de mieux en mieux. Le sommet étant, encore une fois, le Second Empire, avec une volonté de démocratisation très forte de la danse qui touchera toutes les couches sociales de la France. Alors pourquoi est-ce que le bal qui finalement fonctionnait aussi bien, pourquoi tu nous as raconté cette anecdote qui est vraiment croustillante d'histoire des 600, on pouvait traverser Paris, 600 balles? 600 balles dans la capitale. 600 balles dans la capitale sous Napoléon III. Dans la plus petite capitale du monde. Il faut imaginer la concentration de danse. Oui. Comment se fait-il que finalement on passe de 600 à pratiquement plus rien aujourd'hui? C'est vraiment très très dur. Mais alors on a eu tout au long du XXe siècle une perte de vitesse due aux guerres. Alors c'est assez incroyable. On se rappelle quand même que dans la Première Guerre mondiale, les bals ont continué à danser, on leur a voulu. C'était les fameux profiteurs de guerre et c'est là où l'on va voir des choses incroyables que l'on n'imagine pas, que sont les danses animalières avec des ragtime, avec des gens qui font le kangourou ou qui font le marabout. Donc les gens s'amusent énormément, on continue à danser. Ça vient des Amériques? Ça vient des États-Unis.
mais repris à la sauce parisienne. On aura l'occasion, certainement, j'espère, un jour d'en discuter, mais la reprise de la culture américaine, systématiquement, la culture française, qu'est-ce que c'est? C'est l'absorption des cultures étrangères avec un vernis à la française dessus qui va tenter de sublimer sur un côté bien français. Donc vous allez avoir ce ralentissement qui va avoir lieu à la Première Guerre mondiale avec des danses qui vont s'individualiser. Derrière, vous aurez du Charleston, etc. La Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir un coup incroyable qui est l'interdiction de la danse. C'est la seule fois de l'histoire de France où l'on n'aura pas le droit de danser. C'est l'interdiction du maréchal Pétain de danser pour les lois morales. Malgré cela, les Français continueront à danser dans les caves. C'est sérieux, malgré l'interdiction. Et puis deux énormes coups qui sont concomitants, mai 68. Et puis malheureusement, Yvonne de Gaulle qui arrive à la présidence, et alors que le quadrille français, qui est la danse qui dans l'histoire de la danse a été la danse qui a été le plus dansée au monde, on dit qu'une danse sur deux dans le monde, de l'Empire du Mexique à l'Empire de Chine, a été un quadrille français dansé en 1860, n'aime pas danser. Et alors que le président Coty ouvre encore le bal de la présidence avec un quadrille français, quand Yvonne de Gaulle arrive, elle dit à son mari qu'elle refuse de le faire. Le général de Gaulle retire le quadrille français du protocole de la présidence de la République. Et mai 68 donne un petit coup derrière sur les bals officiels. Et les bals tels qu'on l'imagine, hein. Nous sommes à 2 pas d'ici où avait lieu à l'hôtel Saint-Lambert les bals du baron Brédé. Oui. C'est la fin. Ce sont les dernières années. La société a voulu changer et le premier à avoir pâti de ce changement, c'est le bal. Mais ce qui nous sauve, c'est le retour que nous vivons depuis 10 ans à l'heure actuelle, et en particulier chez les plus jeunes, qui veulent retrouver cette culture, qui veulent retrouver cet art de la danse et qui veulent danser. Danser, pas pour faire de la danse, mais danser pour participer à un bal, à une activité sociale. De toute époque, les bals ne doivent être quittés lorsque le danseur n'en peut plus. C'est-à-dire que vous dansez. Et le seul moyen d'arrêter un bal, et c'est une vraie tradition d'époque, quand la maîtresse de maison, elle, dit « j'en ai marre, il faut que mes invités s'en aillent », elle demande à l'orchestre de faire une série de galops. Vous savez, les galops, c'est les danses les plus rapides, où on ne fait que chasser. Et donc, quand vous avez la série de galops qui commence, vous avez normalement tous les danseurs qui se précipitent, et ils continuent, et le vainqueur, entre guillemets, c'est le dernier à rester sur piste et à continuer à danser à 8h du matin sur une série de galops. Et l'on termine à Paris les bals sur une série de galops. Alors, mon cher Arnaud, je voudrais quand même que l'on explique à nos auditeurs comment participer à un bal et comme quoi vous pouvez participer à un bal. J'en veux pour preuve, nous avons organisé ensemble une soirée. Incroyable, très belle soirée. Merci, sur le thème de Napoléon III, puisque c'était l'anniversaire. L'anniversaire, absolument, le jubilé de sa disparition. Et le jour de son anniversaire, nous avons réalisé un grand bal. Tu m'as fait la surprise de me pousser à aller danser. Ah oui, vous avez fait une tempête, je crois. Et j'avoue que je ne connaissais aucun des pas. Mais il est tellement bon pédagogue que, très honnêtement, je me suis senti, et je n'étais pas le seul, parfaitement à l'aise. C'est gentil, je vous remercie. C'est-à-dire que tu as su nous entraîner, nous expliquer, nous faire commencer sur des danses relativement simples, où il n'y a plus qu'à suivre, et c'est un vrai bonheur. Alors je n'ai aucun mérite, parce que c'était un principe Second Empire. Comme je vous disais, le Second Empire, c'est le moment de la démocratisation de la danse. Ouais. On va à la fois avoir des musiques très joyeuses, Offenbach, bien sûr, qui fait l'inconscient collectif français, et puis des danses qui se veulent pour des gens qui marchent à peine. Dès à partir du moment où vous marchez, vous êtes capable de faire ces danses, une mazurka tchèque, une marche de Malbrou, des choses. On vous l'indique, il y a un maître à danser qui est là, qui vous donne le tempo, il vous dit quoi faire. Les choses se font, tout le monde fait la même chose, qui est extrêmement décomplexant en plus pour les cavaliers, qui généralement sont un peu timides et réticents à aller danser. Et tout le monde danse et tout le monde s'amuse. Alors, moi je dis ça, je dis rien, carnet de bal, il y a beaucoup de filles, il y a plus de filles que de garçons. Ah oui, monsieur, vous pouvez venir. Ouais. Alors, comment ça se passait justement autrefois? Parce que c'était un peu le cas aussi. Alors, ça a toujours été le cas. Alors, il y a plein d'astuces qui ne sont pas très élégantes. La première, c'est vous me direz pourquoi est-ce que les dames sont à l'extérieur du cercle et les messieurs sont à l'intérieur? Tout simplement pour que les messieurs fassent moins de kilométrage et que les dames soient fatiguées plus vite. L'on fatigue plus les dames que les hommes. Mais dans les choses que nous avons vraiment perdues et qui est vraiment regrettable, c'est que lorsque vous étiez une maîtresse de maison, que vous donniez un bal à Paris, vous aviez la possibilité d'écrire au préfet de Paris en disant « Monsieur le préfet,
je donne ce soir un bal, merci de me fournir des cavaliers. Et le préfet soit demander à des fonctionnaires, soit demander à des militaires de se joindre à ce bal pour compléter selon le nombre que la maîtresse de maison demandait. Et cela faisait partie des missions que les fonctionnaires de la capitale avaient à la préfecture de Paris, de la Seine-et-Oise. Qu'est-ce qu'on devait s'amuser à l'époque, oui. C'est impressionnant. Et ça c'est à quelle époque ça? Second Empire. Second Empire encore, Eh c'est incroyable, incroyable. Ah, le plus grande époque de divertissement, ce sont ces 20 années-là. Hein. Ouais. Cela a été très bref, mais ça a modifié Paris et ça a modifié notre style. Et c'est l'image souvent que les étrangers ont. Quand ils viennent à Paris, ils viennent chercher cette vie déjà comme à l'époque, avec du cancan, de la joie, de la danse. Mais très amusant, à la fois c'est un art et également c'est un savoir-vivre. C'est-à-dire que dans le savoir-vivre, il y a la danse. Totalement. Mais le savoir-vivre est un art, vous dirais-je. Absolument, absolument. Oui. Et cela fait partie de l'éducation normale, en particulier d'un Français, mais d'un individu social. C'est vraiment une première activité socialisante. Le terme n'existe pas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est tellement vrai ce que l'on y entend par là. Mais après, vous avez des périodes qui ont voulu les transformer en art. Bien sûr, Louis XIV en a fait un art exceptionnel. La danse sous Louis XIV reste exceptionnelle. Donc les premiers traités que l'on peut trouver historiquement Début de la Renaissance. La Renaissance, Fin de l'époque médiévale pour les Italiens. Après, Louis XIV, on l'a compris grâce à l'Académie. Donc là, tout est sauvé, tout est mis en place pour les générations à venir. Tout à fait. Mon cher Arnaud, nous arrivons maintenant aux 3 questions de l'émission. Es-tu prêt? Je vais essayer. Bon. Je fais mon possible. Alors, première question, quelle est ton œuvre préférée? Mon œuvre préférée. Vraiment très difficile question, mais si j'étais un petit peu classique, je choisirais certainement Faust de Gounod, l'opéra préféré de l'impératrice et un de nos plus bel opéra français. Deuxième question, toujours prêt? Oui. On y va. Ta période préférée? Je pense déjà connaître la Non, réponse. Ah bon? nous avons la chance que toutes les périodes de France sont bonnes. Ouais. Toutes sont intéressantes. Chacune des époques de France ont intérêt. Chacune de ces époques, on y a fait la fête, on s'est amusé. Il a été des époques incroyables, mais 2 par-dessus toutes, bien sûr. Quand même. On Alors choisira Louis XIV, le Oui. grand siècle et Oui. une époque où la France, les arts se sont démultipliés, on n'aura jamais fait mieux. Et Napoléon III, bien sûr, au niveau des festivités, de la fête, de l'essor économique, de l'essor français. Nous avons là nos 2 meilleures époques et nos 2 meilleures époques de bal. Oui. Beaucoup de balles à l'époque de Napoléon III, plus que dans les autres périodes ou pas? Alors, mais au-delà de l'imaginable, Ah on oui, ne sait même d'accord. pas comment les compter. L'on prétend que certains soirs dans Paris, il y avait 600 balles en même temps et que l'on pouvait traverser la capitale en passant d'un bal à l'autre et que l'on ne savait comment faire pour assurer son calendrier. Ah, c'est joli. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Tu m'as dit, Laurent, l'empereur dansait jusqu'à 1h du matin et je te laisse raconter la suite. Alors oui, il y a les meilleurs bals de la capitale, sont les bals du Palais des Tuileries, enfin le bal de la Galerie des Maréchaux. Ouais. Ce sont les bals officiels où l'empereur est en représentation avec l'impératrice. Alors l'impératrice est très belle, elle tient à sa beauté, elle se couche de bonne heure, elle ne boit pas de champagne avant minuit, elle ne boira qu'à partir de minuit du champagne avant, elle le coupe avec du sorbet, et elle va se coucher à 1h du matin. Et donc si elle va se coucher à 1h du matin, bien sûr, l'empereur va également se coucher à 1h du matin. Et à partir du matin, l'empereur n'est plus présent à son propre bal. Très souvent, il se change en simple bourgeois et assiste à son bal comme un participant et s'amuse avec tous ses invités dans son propre bal. Mais tout le monde le reconnaît quand même. Tout le monde le reconnaît, il n'est dupe de personne, mais tout le monde joue le jeu. C'est très amusant. Oui. Tout le monde fait comme s'il était monsieur tout le monde. Et personne ne dira rien à l'impératrice demain matin. Ah, c'est extraordinaire. Non, ma troisième question, dernière question, quel est ton artiste préféré? En danse, c'est très compliqué. Il y a des Pas chorégraphes. forcément en danse. Ah, mais j'ai envie d'en citer un. D'accord. Henri Cellarius. Henri Cellarius, qui est le premier à vouloir rationaliser la danse, qu'il a donc bien décrite. Et on lui doit quelques-unes de très belles chorégraphies. Il a eu une renommée incroyable. Henri Cellarius fait partie de ceux qui préparaient, vous savez, la mazurka. La mazurka est une danse libre sur laquelle vous devez le soir venir au bal en faisant des improvisations. C'est la première danse à improvisation. Et comme c'est absolument impossible en réalité parce que c'est une danse très compliquée, Ouais. vous preniez à 1 louis d'or la demi-heure des cours à 1h du matin rue de la Paix. Il avait son école de danse rue de la Paix. Vous appreniez vos improvisations Ouais, de nuit. d'accord. Et le lendemain au soir, vous pouviez aller au bal de la cour et puis les présenter en faisant croire que c'est une improvisation. Ah, c'est très amusant ça.
Mais Henri Cellarius est tombé dans l'oubli alors qu'il a eu une renommée et un travail exceptionnel. En quoi l'art du bal français est différent des autres? L'art du bal français, c'est vraiment l'exception. D'abord, ça s'enseigne en français, c'est un signe. Dans le monde entier, lorsque vous allez apprendre la danse, la langue pour apprendre le français, la danse, pardon, c'est le français. J'ai eu cette chance d'y aller très très régulièrement pour y donner des stages, aux États-Unis, en Italie. Là où vous allez, vous enseignez la danse en français. Un pas, c'est un pas, un tour, c'est un tour. C'est le langage technique de la danse qui est en français? C'est en français. C'est l'art absolu français. Ça. Ah oui, totalement. Et ça nous vient de quoi? De quelle époque? Ah, ça nous... 1661. Non, Louis XIV. Ah, c'est Louis XIV? Ah oui, c'est incroyable ça. Donc c'est vraiment, et puis c'est un style à la française, tous les chorégraphes sont français. Alors c'est terrible, nous discutions tout à l'heure d'un quadrille russe ou de danse de lanciers qui viennent d'Angleterre, etc. Tout cela est faux. En réalité, même la gigue américaine, ce sont des chorégraphies qui sont faites par des chorégraphes parisiens qui, pour faire un peu exotique, vont donner des noms étrangers, mais en réalité, toutes ces chorégraphies, tout ce savoir-faire est 100% français. Il y a très très peu de chorégraphes étrangers. Quel est, mon cher Arnaud, le bal le plus long? Les bals de la préfecture de Paris. Les bals que nous avons maintenant à l'hôtel de ville de Paris. Alors j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je crois que la jauge autorisée, c'est 800 personnes. Et l'on prétend que sous le baron Haussmann, le bal le plus couru, c'était celui de la préfecture de Paris. Donc là, dans cette salle de bal qui a été refaite depuis, bien sûr, on a invité 3000 personnes. Waouh. À tel point que maintenant, en bon parisien, je me plains de la rue de Rivoli qui n'est plus accessible aux voitures. Mais à l'époque, le sens de la rue de Rivoli changeait pendant le bal. C'est-à-dire qu'il était montant pour que les voitures puissent arriver et déposer les invités chez le préfet de Paris. Et puis au milieu du bal, on changeait le sens de circulation de la rue de Rivoli pour que les voitures puissent repartir vers la Concorde. Vous avez la visite de Casanova à Paris. La visite de Casanova à Paris, toutes les dames veulent danser avec lui, c'est une catastrophe, tout le monde veut le croiser et donc on annonce une contredanse. Et le principe de la contredanse, c'est que le cavalier va descendre à la contredanse et il va la remonter et la musique joue pendant le temps que le cavalier remonte et descend. Donc Casanova monte sur la contredanse et toutes les dames se font inviter par un monsieur pour être sur la contredanse de Casanova. Donc tout le monde se bouscule. Et l'on prétend que la contredanse a duré 1h30 et que c'était interminable le temps que l'on descende et que l'on remonte pour que toutes les dames puissent le croiser. Incroyable. Ouais. Ça c'est très amusant. Les grandes tendances. Les grandes tendances à l'heure actuelle. Ouais. On a de la chance dans notre malheur, c'est que la mode revient. En particulier au niveau des universitaires. Ils ont envie de danser, ils dansent de plus en plus. Donc la grande tendance, c'est les danses comme l'on faisait avant. Et où est-ce qu'on va rattraper cette volonté de faire? Ça va avec la réhabilitation quelque part de Napoléon III. Ce sont les bals Second Empire. Et il y en a de plus en plus, ça se multiplie dans Paris. Vous pouvez en trouver quasiment un tous les mois. Donc du coup, chers auditeurs, vous pouvez vous retrouver Carnet de bal à l'hôtel de la Marine une fois par mois. Mais n'importe où. Vous nous trouverez au château de Compiègne, vous nous trouverez à Pierrefonds, vous nous trouverez à Fontainebleau. L'on danse absolument partout. On a au château de Breteuil, au château de Grosbois. Nous n'arrêtons pas. Des lieux prestigieux, magnifiques. Vous êtes dans des cadres superbes, avec des costumes d'époque. Toujours. Avec une grande rigueur sur les costumes d'époque. L'on essaie. Remarquable. Ouais. Et en plus, avec le bal qui va avec. Et un côté, je l'ai dit, tu es un excellent pédagogue pour pouvoir nous entraîner, même si on ne sait pas. Un bal non vécu est un bal perdu. Il ne faut jamais hésiter à vivre un bal. Tous les bals sont différents, tous les bals sont une occasion de faire la fête. Et même si vous avez de l'appréhension, si vous n'êtes pas prêt parfaitement, il faut y aller et il faut le vivre. Tous les bals doivent être vécus. Justement, c'est parfait. Tu me simplifies les choses de façon grandiose. Mes chers auditeurs, le conseil de ce jour sera de participer forcément à un bal de carnet de bal, au moins un. Et après, l'envie continuera et l'on continuera à en faire. Après, ça sera le cercle infernal. Oui, c'est un mode de vie qui change. C'est un mode de vie qui tourne autour des balles après. Alors, justement, si nos auditeurs souhaitent participer à un bal de carnet de bal, comment doivent-ils faire? Le mieux, c'est de se rendre sur le site internet carnetdebal.com, carnetdebls.com. Il y en a plusieurs. Voilà. Un carnet pour plusieurs balles.
ou à écrire directement à contact@carnetdebal.com. Très facile, pas plus simple. Alors, à bientôt. Venez danser.